Une fillette de 6 ans d'une ville de banlieue américaine partit pour l'école un matin ordinaire et disparut simplement dans les airs. Elle n'avait que 5 minutes de marche devant elle, juste 2 pâtés de maison à travers des rues qu'elle avait parcourues d'innombrables fois. Mais cette fois, elle n'atteindrait jamais les portes de l'école. Puis, 8 ans plus tard, des électriciens travaillant sous une vieille propriété découvrent des objets qui révèlent la vérité dévastatrice sur l'endroit où Lily Whitfield était vraiment allée. La pile de factures impayées se brouillait devant les yeux de Nora Whitfield alors qu'elle était assise à sa table de cuisine, le café du matin refroidissant dans sa tasse ébréchée. 8 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Lily, mais la pression financière des détectives privés, des spécialistes de vieillissement progressif et du maintien de sites web n'avait jamais diminué. Elle triait mécaniquement les enveloppes, électricité, eau, un autre relevé de carte de crédit, quand son téléphone vibra contre la surface de bois usé, affichant un numéro local inconnu. « Madame Whitfield, ici le détective Martinez du département du shérif du comté. » La voix était professionnelle mais portait une nuance qui lui fit serrer le téléphone plus fort. « Je dois vous parler concernant l'affaire de votre fille. » Son cœur martelait contre ses côtes. Après 8 ans, les appels concernant Lily venaient moins fréquemment, généralement des impasses ou des canulars cruels. « Avez-vous trouvé quelque chose ? » « Madame, je préférerais discuter de cela en personne, mais étant donné les circonstances, des électriciens, travaillant sur une propriété abandonnée, ont découvert des objets que nous pensons appartenir à votre fille. » La pièce bascula, la main libre de Nora chercha un stylo à tâtons, renversant la salière. « Où qu'ont-ils trouvé ?» La propriété est sur Willow Creek Road, à environ 24 km hors de la ville. La maison était prévue pour la démolition, et l'équipe vérifiait les systèmes électriques quand ils ont accédé au vide sanitaire. Il fit une pause, et elle pouvait entendre des papiers bruissés. « Madame Whitfield, ils ont trouvé des vêtements et des effets personnels qui correspondent à la description de ce que Lily portait quand elle a disparu. » Sa main tremblait violemment alors qu'elle griffonnait l'adresse au dos d'une facture d'électricité. 24 km. La recherche initiale avait couvert un rayon de 8 km de l'école, s'étendant à 16 km au cours des semaines suivantes. Il n'était jamais allé aussi loin que Willow Creek Road. Cela avait semblé impossiblement loin pour qu'une enfant de 6 ans puisse voyager. « J'y vais maintenant, dit-elle, déjà debout. « Madame Whitfield, je dois vous préparer. Ce que nous avons trouvé, c'est troublant. La scène suggère... J'arrive. » Elle raccrocha avant qu'il puisse finir, attrapant ses clés et son sac à main d'un seul mouvement. Le trajet s'étirait interminablement malgré sa vitesse. L'itinéraire la menait devant des repères familiers. L'école primaire, le vieux château d'eau. L'église où ils avaient dû tenue d'éveiller, avant de s'aventurer dans des zones qu'elle avait rarement parcourues. Le paysage passait des rues de banlieue aux terres agricoles rurales, puis à des étendues de bois non développées. Son GPS comptait les kilomètres tandis que son esprit s'emballait à travers les possibilités, chacune plus terrible que la précédente. Willow Creek Road n'était guère plus qu'un chemin de terre serpentant à travers des arbres denses. Elle faillit manquer le groupe de véhicules de police jusqu'à ce qu'elle voie le ruban de scène de crime tendu entre 2 chaînes. La maison elle-même était accroupie comme un animal blessé derrière des haies envahies, un ranch d'un étage avec un revêtement pourri, un porche avant partiellement effondré et des fenêtres soit cassées, soit barricadées. Les mauvaises herbes avaient consumé ce qui aurait pu être autrefois une pelouse. Le détective Martinez la rencontra au périmètre. Il était plus jeune qu'elle ne s'y attendait, avec des yeux bienveillants qui portaient à dos le poids de ce qu'il avait vu. « Madame Whitfield, merci d'être venue. Je veux vous expliquer ce que nous avons trouvé, mais je dois que vous compreniez que c'est une scène de crime active. »« Montrez-moi simplement, » dit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. Il la conduisit le long d'un chemin marqué par des drapeaux de preuve, contournant jusqu'au côté de la maison. La fondation originale montrait des signes de tassement, créant des espaces entre les blocs de béton. Près du coin arrière, un panneau d'accès en bois était appuyé contre le mur, révélant une ouverture sombre d'à peine 60 cm de haut. Les électriciens avaient du besoin d'accéder à la boîte de jonction principale, expliqua Martinez, faisant un geste vers l'ouverture. Elle est dans le vide sanitaire. Quand ils sont entrés, il produisit une tablette, faisant défiler les photos de la scène de crime. Je peux vous montrer celle-ci d'abord, où vous pouvez voir la scène réelle. De toute façon, c'est difficile. J'ai besoin de voir, dit Nora. Martinez lui tendit des surchaussures de protection et des gants en latex. L'équipe médico-légale a traité la plupart, mais nous maintenons toujours l'intégrité de la scène. Il s'accroupit près de l'ouverture, de puissantes lampes de travail LED, éclairant l'espace au-delà. Suivez-moi et essayez de ne rien toucher. Le vide sanitaire sentait la vieille terre et quelque chose d'autre, une moiteur qui parlait d'un long abandon. Nora devait marcher accroupie, suivant le faisceau de la lampe de poche de Martinez à travers la terre dure. L'espace s'étendait sur environ 3,5 mètres avant d'atteindre ce qui ressemblait à une clairière délibérée. Puis elle le vit,
Un matelas rouge, sale, gisait sur le sol de taille enfant, son tissu taché de terre et d'autres substances qu'elle ne voulait pas identifier. Attaché au poteau de soutien le plus proche, une lourde chaîne se terminait par un cadenas ouvert, le métal brillant encore malgré la rouille de surface. Sur le mur de blocs de béton, fixé avec du ruban adhésif jaunissant, pendait une affiche Hello Kitty, les bords recourbés, les couleurs fanées, mais indubitablement du même style que Lily avait aimé. Mais ce furent les vêtements qui la brisèrent. Éparpillés sur le matelas, comme des vêtements de poupées jetées, se trouvaient les salopettes en jean de Lily, celles avec le tournesol brodé sur la poche avant que Nora avait cousu elle-même. La chemise rayée verte et jaune gisait à côté, le tissu en quelque sorte préservé dans l'environnement sec. Le sac à dos rose s'affaissait dans le coin, sa décoration de personnage de dessin animé, toujours visible sous la crasse. « Oh mon Dieu !» murmura Nora, ses genoux heurtant la terre. « Oh mon Dieu, elle était là !»« Il y a plus !» dit Martinez doucement. Il dirigea sa lumière vers 2 assiettes en céramique empilées près du matelas, des restes de nourriture pétrifiés sur leur surface. Une bouteille d'eau en plastique de taille enfant gisait sur le côté. Nous avons trouvé des preuves ADN dans tout l'espace. Des échantillons de cheveux, des empreintes digitales sur les assiettes et la bouteille. Le laboratoire analyse tout maintenant. Combien de temps ? La question sortit étranglée. Sur la base des modèles d'usure sur le matelas et des débris accumulés, la médecine légale estime une occupation prolongée. Des semaines, peut-être des mois. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Madame Whitfield, nous avons également trouvé des preuves dans toute la maison principale. Celui qui a retenu votre fille Missy avait un accès complet à la propriété. Nora tendit la main vers la chemise rayée, s'arrêtant juste avant de la toucher. Elle avait repassé cette chemise la nuit, avant la disparition de Lily, en utilisant l'eau de lavande que sa fille aimait. Une partie de son esprit enregistra à Martinez, expliquant les conditions de conservation, comment la température constante et la faible humidité du vide sanitaire avaient empêché la décomposition. Mais surtout, elle fixait simplement les petits vêtements qui avaient autrefois tenu son bébé. « À qui appartenait cet endroit ?» demanda-t-elle finalement. « Frank Morrison, 78 ans. Il est en maison de retraite depuis 2 ans. La propriété était louée par une société de gestion, maintenant disparue, appelée Riverside Realty. Ils ont fait faillite il y a 5 ans, mais nous recherchons leur dossier. »« Et le locataire ?» L'expression de Martinez s'assombrit. Morrison dit que c'était un bail à long terme, payé en espèces. Il n'a rencontré le locataire qu'une seule fois lors de la visite initiale. Il l'a décrit comme ordinaire, calme, parlait constamment d'avoir besoin d'espace de stockage. Le loyer arrivait dans des enveloppes remplies d'argent liquide, toujours à temps. Donc, Morrison n'avait jamais eu de raison de visiter. À l'extérieur du vide sanitaire, Nora remarqua un panneau décoloré partiellement caché par la vigne vierge, Riverside Realty, à louer. Le numéro de téléphone était trop usé pour être lu. « Nous passons tout en revue », assura Martinez. « Le laboratoire criminel de l'État envoie des techniciens supplémentaires. S'il y a des preuves qui mènent à qui a fait cela, nous les trouverons. » Nora regarda la maison, ses fenêtres vides reflétant le soleil de l'après-midi. Quelque part dans ces pièces vides, sa fille avait été retenue. Pendant qu'elle imprimait des dépliants et organisait des recherches, pendant que la communauté fouillait les forêts et draguait les étangs, Lily avait été là, à 24 kilomètres, invisible. « Les paiements de location » dit-elle soudainement. « Il doit y avoir des dossiers des paiements de location. Nous sommes déjà dessus. » Le neveu de Morrison cherche dans les papiers de son oncle. Les dossiers de la société de gestion immobilière étaient censés être transférés à une autre société, mais Martinez haussa les épaules impuissant. Les dossiers papiers d'il y a 8 ans ne sont pas toujours soigneusement conservés. Alors qu'il retournait au véhicule, Nora mémorisa chaque détail de la propriété. La boîte aux lettres rouillée, l'allée de gravier, le bosquet de bouleaux qui aurait fleuri en blanc au printemps. Lily aurait vu ces arbres à travers les fenêtres qui n'étaient pas barricadées. Avait-elle regardé les changer avec les saisons ? Avait-elle compté leurs feuilles comme moyen de passer le temps ? « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle. « Nous traitons chaque centimètre carré de cette propriété. Nous suivons chaque piste des dossiers de location. Et Madame Whitfield, Martinez rencontra ses yeux. Nous ne nous arrêtons pas jusqu'à ce que nous trouvions qui a fait ça. » En quittant la scène de crime, Nora avait l'intention de rentrer directement chez elle, mais ses mains semblaient avoir leur propre mémoire. Sans pensée consciente, elle se retrouva à tourner sur Maple Street, suivant l'itinéraire qui avait été gravé dans son esprit 8 ans auparavant. L'ancien quartier semblait à la fois familier et étranger, des arbres devenus plus grands, des maisons repeintes, des allées refaites. Là où sa petite maison de location se tenait autrefois, un duplex moderne encombrait maintenant le lot, son revêtement beige et ses portes de garage jumelles, effaçant toutes les traces de la maison où Lily avait mangé ses Cheerios ce dernier matin. Elle se gara au bord du trottoir et s'assit un moment, agrippant le volant. Combien de fois avait-elle fait ce trajet au cours de ses premières semaines désespérées ? 50 ? 100 questions marques.
chaque fois espérant repérer quelque chose de manqué, un indice qui mènerait à sa fille. Maintenant, sachant que Lily avait été retenue captive pendant que tout le monde cherchait, la rue familière ressemblait à une moquerie. Nora sortit et commença à marcher l'itinéraire que Lily aurait pris. 2 pâtés de maison, c'est tout ce que c'était. Une marche de 5 minutes pour les jambes courtes d'une enfant de 6 ans. Elle passa devant la maison des Henderson où Max le Golden Retriever aboyait bonjour à travers la clôture. La clôture avait disparu maintenant, remplacée par une haie basse. Le grand érable où Lily aimait ramasser les graines d'hélicoptères avait été coupé, ne laissant qu'une parcelle de pelouse trop lisse. À l'intersection de Maple et Third, elle s'arrêta. Le poste du brigadier scolaire se tenait toujours. Son panneau d'arrêt octogonal, maintenant automatisé avec des lumières LED clignotantes. Plus besoin d'une présence humaine. La technologie avait remplacé les yeux vigilants et le sourire chaleureux d'Harold Walsh. Le soleil du matin projetait les mêmes ombres qu'il y a 8 ans, et Nora pouvait presque le voir là dans son gilet fluorescent, une main tenant le panneau d'arrêt, l'autre faisant signe aux enfants de traverser. Harold avait été là chaque matin pendant plus d'une décennie, se souvenait-elle. Il connaissait le nom de chaque enfant, demandait des nouvelles, des matchs de football et des tests d'orthographe, gardait une poche pleine d'autocollants pour les maternelles assez courageux pour traverser sans leurs parents. L'intersection semblait creuse sans lui. Au coin, un petit marqueur commémoratif attira son regard. La plaque de bronze était patinée mais propre, entourée de saucifrets. À la mémoire de Lily Whitfield, pour toujours 6 ans. Une carte plastifiée glissée parmi les fleurs portait une écriture familière. Je prie toujours pour des réponses, Madame Chen. La gorge de Nora se serra. Même après 8 ans, la vieille voisine entretenait ce petit sanctuaire. Elle toucha doucement le marqueur, se souvenant comment Harold avait été inconsolable quand il avait appris la disparition de Lily. Il s'était terriblement blâmé d'avoir ce rendez-vous chez le médecin, convaincu que s'il avait été à son poste, Lily serait arrivée à l'école en toute sécurité. Pendant des mois après, il avait organisé des groupes de recherche le week-end, imprimé des dépliants avec son propre argent, marché à travers les bois et les champs en appelant son nom jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Au service commémoratif d'1 an, il avait pleuré ouvertement, s'excusant auprès de Nora encore et encore de ne pas avoir été là. Le poids des découvertes du matin pesait sur elle. Pendant qu'Harold organisait des recherches, pendant que toute la communauté cherchait, Lily avait été piégée dans ce vide sanitaire, à 24 kilomètres. Assez proche pour entendre les hélicoptères de recherche, peut-être, mais impossiblement loin de l'aide. Nora se détourna du mémorial et continua vers l'école. L'itinéraire la mena devant le poste de police où elle avait passé tant d'heures, d'abord à donner des déclarations, puis à examiner les images de sécurité. Puis simplement à hanter le hall pour des mises à jour, devant l'église Saint-André où le père Martinez avait tenu des services de prière spéciaux chaque semaine pendant 6 mois, devant Riverside Park où des bénévoles avaient de marcher en formation de grille, vérifiant chaque buisson, chaque ponceau, chaque espace caché, sauf, apparemment, celui qui importait. L'école primaire apparut inchangée alors qu'elle se garait dans le parking des visiteurs. La même peinture jaune, joyeuse, bien que peut-être un peu plus fanée. Le même équipement de terrain de jeu où Lily avait aimé le toboggan en spirale. Le même mât où ils avaient mis le drapeau en berne pendant 1 semaine après la disparition. Les supports à vélo étaient le vide sous le soleil de l'après-midi. Les mêmes supports où Lily aurait verrouillé son vélo quand elle serait plus âgée si elle avait eu la chance de grandir ici. Nora s'assit dans sa voiture un moment, rassemblant ses forces. À l'intérieur de ce bâtiment se trouvaient des gens qui pourraient se souvenir de ce terrible matin, qui pourraient avoir quelques détails oubliés, qui pourraient aider à donner un sens à ce qui s'était passé. Elle avait besoin de savoir qui d'autre était parti, qui aurait pu avoir une raison de faire du mal à un enfant. La découverte du vide sanitaire avait ouvert de nouvelles questions qui exigèrent des réponses. L'entrée principale de l'école primaire comportait toujours les mêmes lourdes portes en bois, bien qu'elle nécessite maintenant une sonnette pour entrer. Nora appuya sur le bouton et s'identifia à la secrétaire, entendant le verrou électronique cliquer pour s'ouvrir. Le couloir sentait exactement comme elle se souvenait. Cire à plancher, nourriture de cafétéria et cette odeur indéfinissable d'énergie enfantine. Ses pas résonnaient sur le linoléum poli alors qu'elle se dirigeait vers le bureau principal. Une jeune femme émergea du bureau du directeur, tendant la main avec un sourire professionnel qui s'adoucit quand elle reconnut le nom de Nora. « Madame Whitfield, je suis Dr Sarah Coleman, je m'attendais à ce que quelqu'un passe après les nouvelles de ce matin, s'il vous plaît. Entrez. » Dr Coleman ne pouvait pas avoir plus de 35 ans, avec des cheveux auburn soignés et des yeux bienveillants derrière des lunettes élégantes. Son bureau était organisé mais accueillant, des œuvres d'art d'enfants décorant un mur, un petit jardin zen sur le rebord de la fenêtre. « Je veux que vous sachiez, » commença-t-elle, s'installant derrière son bureau, « que bien que je ne sois ici que depuis 3 ans, je connais très bien le cas de Lily. Sa plaque commémorative dans le couloir garantit que nous n'oublions jamais. Vous n'étiez pas là quand ?
Nora laissa la phrase en suspens. Non, j'ai pris la relève quand le directeur Morrison a pris sa retraite. Mais j'ai lu tous les dossiers, et le personnel qui était là a partagé ses souvenirs. Cela a profondément affecté tout le monde. Elle se tourna vers son ordinateur. Je comprends que vous pourriez vouloir savoir sur les membres du personnel de cette époque. Je peux accéder à nos dossiers d'emploi. Le district a tout numérisé il y a 5 ans. Ses doigts volèrent sur le clavier, tirant des feuilles de calcul et des dossiers du personnel. Cela pourrait être utile. Je montre 12 employés qui sont partis dans les 2 ans suivant la disparition de Lily. Elle inclina le moniteur pour que Nora puisse voir. 3 enseignants ont pris une retraite anticipée. Madame Gonzalez, Monsieur Peterson et Mademoiselle Kumar. 2 ont été transférés dans d'autres districts. La professeure d'art Madame Williams est allée à l'école primaire Riverside et l'entraîneur Bradley est passé au collège. Le concierge en chef Carl Brennan est parti après qu'une vérification des antécédents ait révélé une ancienne accusation d'agression que le district avait en quelque sorte manqué initialement. Nora se pencha en avant. Une accusation d'agression ? De ses 20 ans apparemment ? Une bagarre de bar qui a mal tourné. Cela aurait dû apparaître dans son contrôle initial, mais il y a eu une confusion avec ses dossiers. Quand cela a été révélé lors d'une nouvelle vérification de routine, le district a dû le laisser partir. Dr Coleman fit défiler plus loin. 2 employés de cafétéria ont déménagé hors de l'État. Les sœurs Jennings, elles étaient des jumelles. Notre professeur de musique, Monsieur Yamazaki, est décédé d'un cancer environ 18 mois après l'incident. Et Harold Walsh a pris sa retraite de son poste de brigadier scolaire il y a 13 mois. C'est beaucoup de gens qui partent, observa Nora. Dr Coleman hocha la tête pensivement. C'était un taux de rotation inhabituellement élevé. Le traumatisme de perdre un élève, surtout dans de telles circonstances, cela a un impact sur tout le monde. Certaines personnes ne pouvaient tout simplement pas faire face à revenir travailler tous les jours. Un coup à la porte les interrompit. Une femme plus âgée jeta un coup d'œil, aux cheveux gris, portant un cardigan malgré le temps chaud, avec des lunettes de lecture sur une chaîne perlée. « Docteur Coleman, j'ai entendu... Oh mon Dieu, Nora !»« Madame Fitzgerald », dit Nora, reconnaissant la secrétaire de longue date. « Eleanor, rejoignez-nous s'il vous plaît, dit Dr Coleman. Madame Fitzgerald est ici depuis 22 ans. Elle connaissait bien Lily. » Eleanor Fitzgerald entra, ses yeux déjà embués. « Oh ma chérie, j'ai entendu parler de ce qu'ils ont trouvé ce matin. Je suis tellement désolée. » Elle s'installa dans une chaise, serrant un mouchoir. Cette douce petite fille. Elle disait toujours bonjour quand sa classe passait devant le bureau, de si belle manière. Madame Fitzgerald, nous discutions justement des membres du personnel qui sont partis après la disparition de Lily, expliqua Dr Coleman. L'expression d'Eleanor se durcit légèrement. La police a interrogé tout le monde de manière approfondie à l'époque. Ils étaient particulièrement intéressés par Carl Brennan. Une fois que cette accusation d'agression est apparue, ils ont passé des heures avec lui. « Qu'est-il arrivé avec ça ?» demanda Nora. « Rien finalement. Carl avait un alibi en béton. Il était à une séance de counseling obligatoire ce matin-là dans le cadre de sa approbation de cette ancienne accusation. Il a dû signer, était sur caméra au centre de counseling tout le temps où Lily aurait marché à l'école. Le détective a dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse être impliqué. » Eleanor tamponna ses yeux. « Vous savez qu'il a vraiment mal pris ? Harold Walsh. Cet homme s'est blâmé terriblement. Il a organisé des groupes de recherche chaque week-end pendant des mois, imprimé des milliers de dépliants avec son propre argent de retraite quand la recherche officielle a diminué. Je me souviens de l'avoir trouvé en train de pleurer près du poste de brigadier un après-midi, disant qu'il avait échoué cette petite fille. » Le téléphone de Nora vibra. Le nom du détective Martinez apparut sur l'écran. « Excusez-moi, je dois prendre ça. »« Madame Whitfield ?» La voix de Martinez était urgente. « Nous avons fait des progrès sur les paiements de location. Ils ont été envoyés à une boîte postale au centre postal du centre-ville, toujours des mandats postaux achetés en espèces. Pratiquement introuvables, malheureusement. »« Quand ont-ils cessé ?» demanda Nora, consciente que les autres faisaient poliment semblant de ne pas écouter. « C'est la partie intéressante. Les paiements étaient effectués trimestriellement, jamais en retard, jusqu'à il y a exactement 1 an. Puis rien. Pas d'adresse de réexpédition, pas d'information de contact juste arrêtée. » Les yeux de Nora dérivèrent vers l'écran d'ordinateur, vers la liste des départs. Harold Walsh, retraité il y a 13 mois. Plusieurs autres, à peu près, au même moment. Coïncidence sûrement. Elle voyait des modèles là où il n'en existait pas, son esprit désespéré essayant de forcer des connexions. « Merci, détective. Tenez-moi au courant. » Elle termina l'appel et regarda les visages expectants. Il retrace les paiements de location. Impasse pour l'instant. Dr Coleman se pencha en avant. « Madame Whitfield, je serais heureuse de contacter certains de nos enseignants retraités si vous pensez que cela aiderait. Parfois, les gens se souviennent de choses des années plus tard qui ne semblaient pas significatives à l'époque. »« C'est gentil de votre part, » dit Nora, soudainement épuisée. « Laissez-moi d'abord traiter tout cela. Cela a été beaucoup à assimiler. » Eleanor tendit la main et serra la sienne. « Nous sommes là si vous avez besoin de quoi que ce soit. »
Toute la communauté scolaire n'a jamais cessé de se soucier de Lily. Nora les remercia et retourna dans les couloirs. Elle s'arrêta à la plaque commémorative près de l'entrée, un simple carré de bronze avec la photo scolaire de Lily et les dates qui marquaient une vie trop courte. Des fleurs fraîches étaient posées dans un petit vase en dessous et quelqu'un avait laissé un ours en peluche. Dehors, les ombres de l'après-midi s'étiraient longues sur le parking. 8 ans avaient dispersé tous ceux qui auraient pu voir quelque chose ce matin-là, les avaient dispersés comme des graines au vent. Le concierge, avec son alibi confirmé, les enseignants retraités dans leur nouvelle vie, Harold Walsh, plus à son poste. Toutes ces personnes qui faisaient la partie du monde quotidien de Lily, maintenant parties, pendant que Lily elle-même avait été piégée dans ce terrible vide sanitaire. La frustration montait dans sa poitrine alors qu'elle marchait vers sa voiture. Chaque piste semblait se terminer par un mur, chaque sentier devenu froid avec le temps. Mais quelque chose la taraudait, le moment de l'arrêt de ses paiements de location, le groupe de retraite. Probablement rien, se dit-elle, juste son esprit désespéré saisissant des brindilles. L'aiguille de la jauge de carburant planait juste au-dessus du vide alors que Nora traversait la ville, son esprit traitant encore les horreurs du vide sanitaire et les impasses frustrantes à l'école. Elle avait fonctionné à l'adrénaline depuis l'appel du détective Martinez ce matin, mais maintenant l'épuisement s'abattit sur elle comme une vague. Ses mains tremblaient sur le volant et elle savait qu'elle devait s'arrêter avant de devenir dangereuse sur la route. La station Chevron au bord de la ville apparut comme une balise familière. Combien de fois s'était-elle arrêtée ici pendant ces semaines désespérées il y a 8 ans? Le propriétaire, Dev Patel, avait été l'un des premiers à afficher ses avis de disparition, les collant à chaque pompe et fenêtre. Ses employés avaient rejoint des groupes de recherche pendant leurs jours de congé, marchant à travers les champs et les forêts dans la chaleur de l'été. Cet endroit avait été un arrêt de ravitaillement de plus d'une façon pendant ces jours sombres. Elle s'arrêta à la pompe 3 et fit les gestes d'insérer sa carte de crédit, mais la machine bipa avec colère. « Voir le caissier », exigea l'écran. Bien sûr, rien ne pouvait être simple aujourd'hui. Laissant la buse dans son réservoir, elle se dirigea péniblement vers l'entrée du magasin. La cloche familière tinta au-dessus de sa tête alors qu'elle poussait la porte vitrée. Le même linoléum décoloré, les mêmes réfrigérateurs bourdonnants, le même présentoir de désodorisant près de la caisse. Même l'odeur était inchangée. Un mélange de café, de nettoyant industriel et de vapeur d'essence. 2 clients se tenaient en ligne devant elle et elle étudia machinalement le présentoir de bonbons en attendant. L'homme au comptoir achetait un assortiment étrange, une pinte de glace à la fraise, une petite cartouche de propane et un paquet de piles D. Sa voix, quand il remercia le caissier, envoya une secousse de reconnaissance à travers elle. Cette cadence douce, le léger sifflement sur ses S, provenant de prothèses dentaires mal ajustées, Harold Walsh. Il avait vieilli dans l'année depuis qu'elle l'avait vu pour la dernière fois. Ses épaules se courbaient, plus prononcément vers l'intérieur, et ses cheveux blancs épais s'étaient amincis en mèches peignées soigneusement sur son crâne. Les lumières fluorescentes projetèrent des ombres profondes sous ses yeux, et sa posture confiante de brigadier avait cédé la place au mouvement prudent des personnes âgées. Alors qu'il se détournait du comptoir, reçu en main, ses yeux bleu pâle rencontrèrent les siens. Ils s'élargirent de reconnaissance, et son visage ridé se plissa en ce sourire triste familier qu'elle avait vu si souvent pendant les recherches. « Nora, dit-il doucement, déplaçant ses achats sur un bras. J'ai entendu parler de ce qu'ils ont trouvé ce matin. Je suis tellement désolé. » La douleur authentique dans sa voix lui serra la gorge. Voici quelqu'un qui s'était vraiment soucié, qui avait marché des kilomètres à la recherche de Lily, qui avait pleuré au service commémoratif. « Harold, parvint-elle à dire, j'ai entendu dire que vous aviez pris votre retraite. Comment allez-vous ?» Il jeta un coup d'œil vers le parking, où elle remarqua maintenant un vieux Winnebago garé à la pompe éloignée. Le camping-car avait connu des jours meilleurs, la rouille tachetait ses côtés de couleur crème, et du ruban adhésif réparait une fenêtre. « Je m'en sors. J'ai fait quelques voyages avec ma nièce. » Il fit une pause, ajustant sa prise sur la glace. « Enfin, nièce adoptive, vraiment. Ses parents sont décédés quand elle était jeune, alors je l'ai prise. Cela semblait être la chose chrétienne à faire. » À travers la porte ouverte du camping-car, Nora pouvait voir du mouvement. Une fille, peut-être 14 ans, était assise à la petite table de dinette visible à travers la fenêtre latérale. De longs cheveux blonds tirés en queue de cheval, un visage plus rond que Lily n'aurait eu, portant un t-shirt bleu délavé. La fille était concentrée sur quelque chose, un livre peut-être, léchant distraitement une cuillère de glace. « C'est merveilleux de votre part, » dit Nora, le pensant vraiment. Après avoir perdu sa femme d'un cancer il y a des décennies, Harold ne s'était jamais remarié. Elle avait supposé qu'il était seul dans sa retraite. Prendre un enfant à votre âge, c'est tout un engagement. « La famille, c'est la famille », dit simplement Harold, se dirigeant vers la porte. Nora suivit, étrangement réconfortée par cette rencontre inattendue avec quelqu'un qui avait partagé sa perte.
J'aimerais la rencontrer, dit Nora alors qu'ils sortaient dans la chaleur de l'après-midi. C'est bien de penser que vous avez de la compagnie après tout. Elle laissa sa phrase en suspens, marchant à côté de lui vers le Winnebago. Le changement fut instantané et dérangeant. La démarche traînante d'Harold s'accéléra soudainement. Ses épaules se raidirent et il fit un pas de côté, se mettant entre Nora et le camping-car. « Elle est très timide avec les étrangers, dit-il, sa chaleur précédente s'évaporant comme la rosée du matin. Nous devons vraiment y aller, long trajet devant nous. Oh, je ne voulais pas m'imposer, dit Nora, prise de court par sa froideur soudaine. Je pensais juste... Sarah, éloigne-toi de la porte, appela Harold brusquement, pratiquement en courant la distance restante jusqu'au camping-car. La fille leva les yeux, confuse, et dans ce bref moment, le souffle de Nora se coupa. Les taches de rousseur. Même à 6 mètres de distance, même dans l'ombre du camping-car, ce motif distinctif était visible. Un triangle parfait de 3 taches de rousseur sur l'arête du nez, avec 2 plus petites formant une ligne en dessous. Pas dispersées au hasard comme les taches de rousseur de la plupart des enfants, mais une constellation spécifique que Nora avait embrassée bonne nuit des milliers de fois. Harold était déjà au camping-car, claquant la porte avec un bang qui fit sursauter la fille. À travers la fenêtre, Nora vit sa bouche bouger, posant une question peut-être, avant que la main d'Harold ne la pousse loin de la vitre. Il grimpa sur le siège du conducteur sans un regard en arrière, démarrant le moteur avec un rugissement d'échappement noir. « Harold » appela Nora, mais le Winnebago bougeait déjà, s'éloignant de la pompe avec le tuyau d'essence toujours connecté à son réservoir. Il se détacha avec un claquement métallique, la valve de sécurité coupant le flux alors que le tuyau se rétractait. Harold ne s'arrêta pas, ne ralentit même pas, accéléra juste sur l'autoroute en direction du nord. Nora resta figée sur le parking, regardant le Winnebago disparaître au tournant. Le caissier était sorti, criant à propos de la pompe endommagée, mais ces mots n'étaient que du bruit. Tout ce qu'elle pouvait voir était ce motif de taches de rousseur, cette constellation unique que l'artiste médico-légal avait soigneusement reproduite dans chaque photo de progression d'âge. Elle était paranoïaque. 8 ans de fausses observations l'avaient entraînée à voir Lily partout. La fille ne ressemblait en rien à ce que sa fille aurait dû être. Mauvaise coloration, mauvaise corpulence, tout était faux sauf ces taches de rousseur. Et la réaction d'Harold, le doux vieux brigadier qui avait organisé des recherches, qui avait pleuré aux mémoriaux, avait pratiquement fui plutôt que de la laisser approcher cette fille. Sa transformation d'ami sympathique à étranger paniqué la laissa profondément troublée. Un poids froid s'installant dans son estomac qui n'avait rien à voir avec les révélations antérieures de la journée. La cuisine était trop silencieuse alors que Nora se tenait devant la cuisinière, regardant l'eau refuser de bouillir. Elle avait sorti une boîte de pâtes il y a 20 minutes, mais ses mains continuèrent de s'immobiliser, son esprit dérivant vers cette rencontre à la station-service. La casserole était oubliée alors qu'elle regardait par la fenêtre vers rien, ne voyant que ce bref aperçu de taches de rousseur sur le nez d'une adolescente. Elle se força à bouger, versant les pattes dans l'eau qui bouillait à peine. La fille ne ressemblait en rien à ce que Lily aurait l'air maintenant. Mauvais cheveux, blonds là où ceux de Lily avaient été ce brun roux distinctif. Corpulence plus lourde quand Lily avait été légère, presque féerique, structure faciale entièrement différente. Des milliers de filles en avaient des taches de rousseur, des millions, elle faisait ce qu'elle avait juré d'arrêter de faire il y a des années. Voir sa fille dans chaque jeune visage, mais la réaction d'Harold, l'eau des pattes déborda, sifflant contre le brûleur. Nora retira brusquement la casserole du feu, ne prenant même pas la peine de nettoyer le désordre. Cette transformation de vieille amie sympathique à étranger paniqué jouait en boucle dans son esprit. La façon dont il avait pratiquement poussé la fille en arrière, claqué la porte, fui avec son tuyau d'essence toujours attaché. Ce n'était pas le chagrin qui rendait quelqu'un un protecteur, c'était la peur. Elle abandonna complètement les pattes et tendit la main vers son téléphone. « Détective Martinez », dit-elle quand il répondit. « Je suis désolé de vous déranger à nouveau. »« Pas de dérangement, Madame Whitfield. En quoi puis-je vous aider ?» Elle essaya de garder sa voix décontractée, raisonnable. Je me demandais, pendant l'enquête originale, Harold Walsh a-t-il déjà été examiné? Le brigadier scolaire? Elle entendit taper, le clic d'une souris. Laissez-moi sortir les anciens dossiers. Harold Walsh, 70 ans à l'époque. Oui, il a été interrogé avec tout le personnel de l'école. Vérification des antécédents propres, pas d'antécédents criminels, pas même une contravention de stationnement, réputation de 30 ans en tant qu'employé dévoué de l'école. Il est dit ici qu'il était dévasté par la disparition, a organisé plusieurs groupes de recherche. Plus de clics. Y a-t-il une raison pour laquelle vous demandez spécifiquement à son sujet? Nora hésita. Comment pouvait-elle expliquer un sentiment, un motif de tache de rousseur, un moment de comportement étrange? Je l'ai rencontré à la station-service aujourd'hui. Il a la garde d'une jeune fille maintenant, nièce adoptive, a-t-il dit. Il semblait juste bizarrement sur la défensive quand j'ai essayé de la rencontrer. Il a pratiquement fui.
La voix de Martinez portait une compréhension douce. « Madame Whitfield, je sais qu'aujourd'hui a été incroyablement difficile. Trouver ce vide sanitaire, revivre tout, il est naturel que vous voyiez les choses à travers une lentille différente. Le chagrin et le traumatisme affectent tout le monde différemment. Beaucoup de personnes qui ont été impliquées dans l'affaire de Lily sont devenues extrêmement protectrices des enfants par la suite. C'est une réponse courante. Vous avez raison, se dit Nora, se sentant stupide. Je suis désolée, cela a été une longue journée. Rien à s'excuser. Nous suivons chaque piste de la maison de location. Si quelque chose de concret apparaît, vous serez mon premier appel. Après avoir raccroché, Nora se retrouva devant son ordinateur portable, tapant le nom d'Harold dans la barre de recherche. Les résultats s'étaient clairsemés. Pas de profil Facebook, pas de LinkedIn, aucune présence sur les réseaux sociaux. Juste des mentions dispersées dans des bulletins scolaires archivés. Le brigadier scolaire Harold Walsh célèbre 25 ans de service. Walsh reçoit le prix de sécurité communautaire. Les photos montraient un homme plus jeune, aux cheveux blancs épais et aux yeux bienveillants, toujours entouré d'enfants. Elle fermait presque le navigateur quand un résultat plus récent attira son regard. Un article de la Pine Creek Gazette, daté d'il y a 13 mois. Pine Creek RV Park célèbre 20 ans. Elle cliqua pour trouver un article léger sur l'anniversaire du parc, présentant des profils de divers résidents. Là, à mi-chemin de la page, se trouvait une photographie d'Harold, debout, à côté de son Winnebago. Le même véhicule délabré qu'elle avait vu aujourd'hui. Harold Walsh, notre plus récent résident permanent, dit qu'il a choisi Pine Creek pour sa paix et sa tranquillité après avoir pris sa retraite de son poste de brigadier scolaire. C'est l'endroit parfait pour profiter de mes années dorées avec ma nièce adoptive, a déclaré Walsh à la Gazette. L'article incluait l'adresse du parc, que Nora se retrouva à copier dans un carnet, sa main bougeant presque sans pensée consciente. Elle monta les escaliers jusqu'à la chambre de Lily, préservée exactement comme elle l'avait été il y a 8 ans, jusqu'aux devoirs sur le bureau et aux animaux en peluche sur le lit. De l'étagère du placard, elle sortit une boîte de banquier remplie de photos et de documents. Ses mains savaient exactement ce qu'elle cherchait. La photo était l'une de ses préférées. Lily à la plage l'été avant sa disparition, le visage tourné vers l'appareil photo avec un sourire édenté. Le soleil mettait en évidence chaque tache de rousseur dans les moindres détails. Elles étaient là, 3 taches de rousseur formant un triangle équilatéral sur l'arête de son nez, à environ 1 cm d'écart. En dessous, 2 plus petites en ligne verticale. L'artiste médico-légal l'avait qualifié de très distinctif lors de la création des images de progression d'âge. Nora sortit maintenant ses photos de progression. Lily à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans. Les images générées par ordinateur montraient comment son visage aurait pu s'allonger, comment ses traits auraient pu mûrir, mais toujours, ce motif de taches de rousseur restait constant. Une constellation aussi unique qu'une empreinte digitale. Elle plaça la progression de 14 ans à côté de la photo de plage. Si elle imaginait les cheveux blonds au lieu d'auburn, ajouter un peu de poids aux joues, non. Elle se torturait avec des impossibilités. Harold Walsh avait été un pilier à ce passage depuis des décennies. Il avait aidé des centaines d'enfants à aller à l'école en toute sécurité. Il avait pleuré au mémorial de Lily, dépensé ses économies de retraite en dépliant de recherche. La fille était sa nièce adoptive, comme il l'avait dit. Les taches de rousseur étaient une coïncidence, rien de plus. Mais alors que Nora fermait la boîte de photos, ses yeux dérivèrent vers le carnet où elle avait écrit l'adresse de Pine Creek RV Park. Juste pour apaiser son esprit, se dit-elle. Juste pour prouver qu'elle était paranoïaque, elle passerait demain, verrait clairement la fille à la lumière du jour, confirmerait qu'elle ne ressemblait en rien à Lily et mettrait cette illusion au repos. La casserole de pâtes était toujours sur la cuisinière, le contenu coagulé en une masse immangeable. Nora la jeta à la poubelle et alla se coucher affamée. L'adresse de Pine Creek brûlant dans son esprit comme une marque. Le sommeil avait été impossible. Nora était restée au lit à fixer le plafond, voyant cette constellation de taches de rousseur chaque fois qu'elle fermait les yeux. À 4 heures du matin, elle abandonna toute prétention et fit du café, assise à la table de la cuisine avec l'adresse de Pine Creek RV Park encerclée dans son carnet. À 5h30, elle était dans sa voiture, se disant qu'elle allait juste faire un tour pour s'éclaircir les idées. Le parc de camping-car était situé à la périphérie de la ville où le développement cédait la place à la forêt de pins. Un panneau modeste marquait l'entrée. Pine Creek RV Park, tarif hebdomadaire, mensuel, annuel disponible. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur des rangées soignées de véhicules récréatifs, des camping-cars de luxe massif aux modestes caravanes de voyage. Quelques lève-tôt promenaient de petits chiens ou étaient assis sous des auvents avec des tasses de café. Le bureau était une remorque double largeur avec des jardinières sous les fenêtres. Une cloche tinta alors que Nora entrait, et une femme dans la cinquantaine leva les yeux d'un puzzle de mots croisés. Son badge indiquait « Deb, gérante » et son visage s'illumina à la perspective d'un client potentiel.
Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je m'intéresse aux tarifs mensuels, dit Nora, se surprenant de la facilité avec laquelle le mensonge venait. Pour un petit camping-car, je suis en transition. Oh ma chérie, ne le sommes-nous pas tous? Dit chaleureusement Deb, sortant une brochure colorée. Nous avons plusieurs emplacements disponibles. Laissez-moi vous faire le tour, je dis toujours qu'on ne peut pas avoir une idée d'un endroit sans le parcourir. Elles marchèrent le long du chemin principal, le gravier craquant sous leurs pieds. Deb maintenait un flot constant de bavardage indiquant les commodités, la buanderie, le foyer communautaire, la maison de douche pour les gens avec des installations plus petites. Elle présentait les résidents de passage avec l'aisance de quelqu'un qui connaissait les affaires de tout le monde. C'est Robert à l'emplacement 12, Marine à la retraite. Il fait le meilleur barbecue que vous ayez jamais goûté. Les Henderson à l'emplacement 20 viennent d'avoir leur premier petit enfant. Ils sont aux anges. Et tout au bout là-bas, emplacement 38, c'est Harold Walsh. Il reste surtout pour lui-même. Le pouls de Nora s'accéléra. On dirait un bon mélange de gens. Oh, ça l'est. Harold est un silencieux, cependant. Il garde des heures étranges, souvent parti pendant la journée. 12 filles qu'il a avec lui, ils sont ici depuis environ 1 an maintenant. Deb baissa la voix de manière conspiratrice. Il lui fait l'école à la maison. Dit que les écoles régulières ne la défient pas assez, ça doit être vrai. Je l'ai vu lire des manuels de niveau universitaire. C'est dévoué. Faire l'école à la maison à son âge, observa Nora. La famille, c'est tout, dit Deb, faisant écho aux propres mots d'Harold d'hier. Eh bien, je vais vous laisser vous promener, avoir une idée de l'endroit. Arrêtez-vous au bureau avant de partir et nous pourrons parler des détails sur les tarifs et la disponibilité. Nora la remercia et continua le long du chemin, prétendant évaluer les installations. Elle s'arrêta à l'espace communautaire, étudia le tableau d'affichage couvert d'annonces communautaires, tout en se dirigeant progressivement vers l'extrémité du parc. L'emplacement 38 était en effet privé, adossé à un épais bosquet de pins. Harold avait amélioré cette intimité avec une clôture de fortune de panneaux en treillis et de bâches bleues tendues entre des poteaux. Cela créait une zone fermée autour de l'entrée du Winnebago, la protégeant de la vue occasionnelle. Un petit auvent s'étendait d'un côté avec 2 chaises pliantes et une table de camping en dessous. Nora s'approche lentement, les oreilles tendues pour tout son. Puis elle l'entendit, la voix d'une jeune fille fredonnant sans mélodie depuis l'intérieur du camping-car. La mélodie était inconnue, errante, le genre de chanson que quelqu'un invente au fur et à mesure. Les fenêtres avaient toutes des rideaux lourds, tirés, mais l'une avait un espace où le tissu ne se rencontrait pas tout à fait. Le cœur battant, Nora se positionna où elle pouvait voir à travers cette petite ouverture. La fille était assise à la table de dînette, penchée sur ce qui ressemblait à un carnet de croquis, des crayons de couleur éparpillés autour d'elle. Ses cheveux blonds étaient lâchés aujourd'hui, tombant en avant pour encadrer son visage alors qu'elle dessinait. Sur la table à côté d'elle se trouvait un conteneur ouvert de glace, fraise, la même marque qu'Harold avait acheté à la station-service. La fille prit distraitement une cuillerée, son attention concentrée sur son dessin. En le faisant, un peu de glace fondue coula sur son bras gauche. Sans regarder, elle se gratta à l'endroit avec son autre main. Le souffle de Nora se coupa. Même à 3 mètres de distance, elle pouvait voir la marque rouge en colère s'élever sur la peau de la fille près de son coude. La réaction était immédiate et localisée. Une zone enflammée, surélevée d'environ 5 cm de diamètre, la peau gonflant et rougissant sous le regard de Nora. Le souvenir s'abattit sur elle comme un coup physique. Lily a 4 ans, pleurant dans la cuisine, son bras couvert de cette même éruption rouge. Le voyage précipité aux urgences. L'explication de l'allergologue, c'est inhabituel. La plupart des allergies aux fraises se présentent comme des réactions systémiques, de l'urticaire partout, des problèmes respiratoires. Mais Lily a ce que nous appelons une dermatite de contact localisée. Ces cellules cutanées dans cette zone spécifique ont une sensibilité extrême aux protéines de fraises. C'est assez rare. Ils avaient dû être si prudents après cela. Pas de fraises quoi que ce soit dans la maison. Toujours vérifier les étiquettes, avertir chaque babysitter, chaque enseignant et cet endroit spécifique. Toujours le bras gauche près du coude où sa peau était la plus réactive. L'allergologue avait dit que c'était comme une empreinte digitale, cette présentation unique à cet endroit exact. La fille dans le camping-car se gratta à nouveau la propagation de l'éruption, regardant finalement vers le bas avec agacement. Elle attrapa une serviette en papier et essuya la glace, mais les dégâts étaient de fait. L'éruption durerait des heures maintenant, Nora le savait. Comme elle l'avait toujours fait avec Lily. Elle s'éloigna de la fenêtre, ses jambes la soutenant à peine. Dans sa voiture, elle chercha son téléphone à tâtons, le numéro du détective Martinez, flou à travers les larmes qu'elle ne se souvenait pas avoir commencé à pleurer. « L'allergie aux fraises !» halta-t-elle quand il répondit. Bras gauche près du coude, dermatite de contact localisée, c'est dans ses dossiers médicaux. Docteur Patel à l'hôpital pour enfants l'a documenté de manière approfondie. Personne d'autre n'aurait cette réaction exacte à cet endroit exact. Les chances sont impossibles.
Le calme professionnel de Martinez se fissura. « Vous êtes certaine ? Vous avez vu cette réaction ? Je l'ai regardée se produire. Elle mange de la glace à la fraise en ce moment. L'éruption se propage exactement comme elle le faisait avec Lily. Même endroit, même modèle, même tout. Où êtes-vous exactement ? Pine Creek Hervey Park près de l'emplacement 38. Mais je peux bouger. Retournez immédiatement à la zone du bureau principal. Garez-vous où vous pouvez voir l'entrée mais pas l'emplacement spécifique. Des unités sont déjà en route. C'est suffisamment substantiel pour une intervention, Madame Whitfield. Nous arrivons maintenant. » Nora se força à conduire lentement vers l'avant du parc, chaque mètre ressemblant à 1 kilomètre. Elle se gara près du bureau où Deb agita joyeusement à travers la fenêtre, inconsciente des unités de police se précipitant vers eux. D'ici, elle ne pouvait pas voir l'emplacement 38, ne pouvait pas voir si Harold était à la maison, ne pouvait rien voir d'autre que l'entrée principale où les unités de Martinez arriveraient. Elle serra le volant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches, vérifiant le rétroviseur toutes les quelques secondes, priant pour qu'Harold ne choisisse pas ce moment pour partir, priant pour que la fille, Lily, ça devait être Lily, soit toujours là quand l'aide arriverait. 3 unités de police entrèrent dans le parc sans sirène, leur arrivée silencieuse plus menaçante que toute alerte hurlante. La berline banalisée du détective Martinez menait le convoi. Il se gara à côté d'elle et s'approcha de sa fenêtre, son expression professionnellement neutre mais ses yeux vifs d'urgence. « Madame Whitfield, j'ai besoin que vous restiez ici. Nous allons vérifier l'emplacement 38. Si c'est votre fille, nous devons le gérer avec précaution. »« Je comprends, » dit-elle, bien que chaque fibre de son être voulait courir vers cet espace de camping-car éloigné. Elle regarda les officiers descendre le chemin principal, leurs mouvements coordonnés et déterminés. D'autres résidents émergeaient de leur camping-car, curieux de la présence policière. Deb se précipita hors du bureau, son puzzle de mots croisés oublié, la bouche ouverte de confusion. L'attente était atroce. Nora pouvait voir les officiers disparaître au tournant vers l'arrière du parc, pouvait les imaginer s'approcher de l'emplacement 38, entourant le Winnebago. À tout moment maintenant, ils auraient des réponses. À tout moment maintenant, 8 ans d'agonie pourraient y prendre fin. La radio de Martinez crépita. Même depuis l'intérieur de sa voiture, elle pouvait entendre la tension dans la voix de l'officier. Unité 1, l'emplacement est vide. Le camping-car est parti. Traces de pneus fraîches, on dirait un départ hâtif. Le cœur de Nora plongea. Elle était hors de sa voiture avant de réaliser qu'elle avait bougé, se précipitant vers Martinez alors qu'il revenait en courant de l'arrière du parc. Deb les intercepta tous les deux, le visage rouge d'anxiété. « Que se passe-t-il ? Pourquoi la police est-elle ici ? Tout le monde va bien ?» Martinez sortit son téléphone lui montrant une photo d'Harold. « Cet homme, Harold Walsh à l'emplacement 38, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Harold ? Il a payé ses frais mensuels hier, mais j'ai vu son véhicule partir il y a peut-être 28 minutes, 25. Il a utilisé la sortie de service arrière. » Elle pointa vers l'arrière du parc. Elle se connecte à l'ancienne route forestière. Les gens l'utilisent parfois pour éviter le trafic sur l'autoroute principale. Quelque chose est-il arrivé ? Où irait-il ? Pressa Martinez. A-t-il un endroit de camping préféré ? Quelque part d'isolé ? Les mains de Deb s'agitaient nerveusement. Il a mentionné hier, quand il a payé, il a dit quelque chose à propos de son endroit préféré près de Cedar Creek. Il a dit qu'il pensait emmener sa nièce camper pour son anniversaire. C'est une vieille clairière du service forestier. Il a dit que personne ne le dérangeait jamais là-bas. Où exactement ? Route du service forestier 47, environ 19 km dans la montagne. Au-delà de l'ancienne tour de guet. C'est assez éloigné. Pas de service cellulaire, rien là-haut, sauf des arbres et le ruisseau. Sa voix s'éleva d'inquiétude. La fille va bien ? Sarah va bien ? Martinez donnait déjà des ordres dans sa radio. Des barrages routiers sur les autoroutes, des unités vers la route du service forestier 47. Toutes les renforts disponibles pour converger sur la montagne. Il se tourna vers Nora, son expression sévère. « Vous devez rester ici. Cela pourrait être dangereux. » Mais Nora reculait déjà vers sa voiture. « C'est ma fille là-haut. Madame Whitfield ?» Elle était dans sa voiture et suivait le convoi avant qu'il puisse terminer sa protestation. Si Martinez a appelé par radio pour que quelqu'un l'arrête, elle ne le savait pas. Tout ce qu'elle savait, c'était que Lily était à 19 km, sur une montagne avec un homme qui avait volé 8 ans de leur vie. Les unités de police devant maintenaient une vitesse constante sur la route sinueuse de montagne. Des forêts de pins denses se pressaient des deux côtés, le soleil du matin pénétrant à peine la canopée. La route revenait en arrière, gagnant de l'altitude à chaque virage. La voiture de Nora peinait dans les sections plus raides, mais elle gardait le rythme, ses mains stables sur le volant malgré le tremblement dans sa poitrine. 16 km, 17. La tour de guet abandonnée apparut à travers les arbres, sa charpente squelettique rouillée par l'âge. 18 km. Les feux de freinage de l'unité de tête s'allumèrent et la voix de Martinez crépita sur la radio de quelqu'un assez fort pour qu'elle entende « Winnebago repéré, clairière devant, toutes les unités se préparent à l'approche. »
La clairière s'ouvrit comme une blessure dans la forêt. Une zone plate d'environ 50 mètres de diamètre, entourée de conifères imposants. Cedar Creek gargouillait le long du bord éloigné, son eau sombre de tanin. Et là, garé de manière désordonnée près de la ligne des arbres, se trouvait le Winnebago délabré d'Harold. Les unités de police se déployèrent en formation pratiquée, bloquant toute voie d'échappement. Les officiers sortirent de leurs véhicules en les utilisant comme boucliers, armes tirées mais maintenues jeu basse. Nora se gara derrière la dernière unité et fut immédiatement approchée par un officier qui essaya de la diriger en arrière, mais Martinez lui fit signe de se retirer. « Laissez-la rester, mais gardez-la derrière la ligne », ordonna-t-il, puis leva un mégaphone. « Harold Walsh, ici le détective Martinez du département du shérif du comté, nous avons besoin que vous sortiez du véhicule avec vos mains visibles. » Silence. Même la forêt semblait retenir son souffle. Aucun oiseau ne chantait, le babillage du ruisseau semblait trop fort dans le calme. « Harold, nous savons que vous avez la fille. Nous savons que c'est Lily Whitfield. Résolvons cela pacifiquement. Sortez et parlez-nous. » Plus de silence. Puis, étouffée de l'intérieur du camping-car, la voix d'une fille, effrayée, confuse. Les genoux de Nora faillirent lui céder au son. Après 8 ans, la voix de sa fille, changée par le temps mais conservant toujours ce timbre particulier qu'elle reconnaîtrait n'importe où. La porte du Winnebago s'ouvrit lentement. Harold apparut en premier et Nora halta devant la transformation. Disparu était le gentil brigadier. Son visage était hagard, les yeux fous, et dans sa main droite, il serrait un fusil de chasse. Son bras gauche était enroulé étroitement autour de la fille, l'attirant contre lui comme un bouclier. La fille sanglotait, le mascara coulant sur ses joues. Quand Lily avait-elle commencé à porter du maquillage, elle ressemblait exactement à ce que Nora avait imaginé et rien à ce qu'elle avait attendu. Les cheveux blonds la déconcertaient, tout comme la silhouette plus pleine. Mais ces taches de rousseur étaient indubitables même de l'autre côté de la clairière. « Grand-père, que se passe-t-il » pleura la fille. « Pourquoi y a-t-il la police ? Qu'avons-nous fait ?»« Chut, Sarah, ça va » dit Harold, sa voix se brisant. Puis plus fort aux officiers, « Vous ne comprenez pas, je l'ai sauvée. Ses parents, ils ne la méritaient pas. Laisser une enfant de 6 ans marcher seule à l'école dans ce monde, je lui ai tout donné, je lui ai tout appris. Elle est ma fille maintenant. »« Harold ?» La voix de Martinez à travers le mégaphone était stable, calme. Personne ne veut que quelqu'un soit blessé. Posez l'arme et parlons. Il n'y a rien à discuter. La voix d'Harold s'éleva presque en cri. 8 ans, 8 ans j'ai été sa famille. Je suis tout ce qu'elle connaît. Vous ne pouvez pas simplement la prendre. Quelque part à la gauche de Nora, la radio d'un officier crépita avec de la statique. Le son aigu fit sursauter Harold vers elle, le canon du fusil s'éloignant momentanément de la tempe de la fille. Dans cette fraction de seconde de distraction, la fille dut sentir sa prise se relâcher. Avec l'instinct d'un animal piégé, elle se libéra et courut. Sa queue de cheval blonde flottait derrière elle alors qu'elle sprintait vers la ligne de police, vers la sécurité, vers une mère dont elle ne se souvenait pas. Pendant un moment qui arrêta le cœur, Harold balança le fusil vers sa forme en fuite. Nora cria, le son déchirant de sa gorge. Les officiers crièrent des ordres. La fille continua à courir, trébuchant sur le sol inégal mais ne s'arrêtant pas. Puis le visage d'Harold s'effondra. Alors que les officiers se déplaçaient depuis leur position, il tourna le fusil vers lui-même, plaçant le canon sous son menton. 2 officiers, qui s'étaient positionnés le plus près, Nora ne les avait même pas remarqués s'avancer, se précipitèrent sur lui avec des tasers. La charge électrique le frappa avant que son doigt ne trouve la gâchette. Harold convulsa et s'effondra, le fusil tombant sans danger sur le sol couvert d'aiguilles de pin. Les officiers étaient sur lui en quelques secondes, écartant l'arme d'un coup de pied, sécurisant ses mains derrière son dos pendant qu'il sanglotait de manière incohérente dans la terre. La fille avait atteint la ligne de police mais restait figée, regardant l'arrestation avec horreur. Quand Nora passa devant les officiers, appelant « Lily, Lily !» la fille recula, son visage strié de larmes plein de confusion et de peur. « Mon nom est Sarah », dit-elle, sa voix petite et brisée. « Mes parents sont morts. Qui êtes-vous ? Pourquoi tout le monde ment ?» Elle s'enroula les bras autour d'elle-même, s'éloignant de cette étrangère qui prétendait être sa mère morte, cherchant désespérément le seul parent dont elle se souvenait. Le vieil homme, maintenant, face contre terre en menottes, sanglotant toujours à propos de la sauver, de lui donner une vie meilleure. Un officier s'interposa doucement entre elles, parlant doucement à la fille. « Tu es en sécurité maintenant. Personne ne va te faire de mal. Nous allons t'emmener à l'hôpital pour nous assurer que tu vas bien. »« Je n'ai pas besoin d'un hôpital. » La voix de la fille s'éleva de panique. « J'ai besoin de mon grand-père. Il est malade. Il a du diabète. Il a besoin de ses médicaments. » Elle essaya de passer devant l'officier vers Harold. « Grand-père, dis-leur, parle-leur de l'accident. » Un autre officier s'était approché de Nora, plaçant une main douce sur son épaule. « Madame, nous devons laisser les ambulanciers la vérifier. Vous pouvez nous suivre à l'hôpital. » Nora hocha la tête engourdie, regardant alors que les ambulanciers approchèrent la fille terrifiée avec des mouvements prudents et pratiqués.
Il lui parlait doucement, l'appelant Sarah, ne contestant pas encore sa réalité. L'une d'eux, une femme aux yeux bienveillants, réussit à la persuader vers l'ambulance avec des promesses qu'il s'assurait juste qu'elle n'était pas blessée, que quelqu'un expliquerait tout bientôt. Alors qu'il la guidait devant l'endroit où Harold gisait sur le sol, la fille se libéra un moment, tombant à genoux à côté de lui. « Je trouverai un avocat, grand-père. Comme tu m'as appris, je connais mes droits, je ne les laisserai pas m'emmener. » Sa jeune voix était féroce de détermination, même si des larmes roulaient sur ses joues. « Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai jamais eu. » Les ambulanciers la tirèrent d'eau doucement. Et cette fois, elle ne résista pas, titubant vers l'ambulance comme une somnambule. Aux portes, elle se retourna une fois de plus, ses yeux balayant la clairière jusqu'à ce qu'il trouve Nora. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans son expression. Pas de la reconnaissance exactement, mais une ombre de confusion, comme si une partie profonde de son esprit essayait de réconcilier ce qu'elle voyait avec ce qu'on lui avait dit. Puis le moment passa et son visage se durcit à nouveau. « Ma mère est morte », déclara-t-elle platement, montant dans l'ambulance. « Qui que vous soyez, ma mère est morte. » Les portes se fermèrent et Nora se tint dans la clairière de montagne, entourée de police et de chaos, regardant l'ambulance emporter sa fille vivante, une étrangère portant les taches de rousseur de Lily, portant 8 ans de mensonges de quelqu'un d'autre. Le service pédiatrique de l'hôpital sentait le désinfectant et la cire à plancher. Des odeurs institutionnelles qui ramenaient des souvenirs de la naissance de Lily il y a 14 ans. Mais la fille dans la salle d'examen ressemblait peu à l'enfant dont Nora se souvenait. Elle était assise rigide sur le lit d'hôpital, les bras croisés sur la défensive, ses cheveux blonds emmêlés et son visage figé dans le déni obstiné. « Je veux voir mon grand-père », dit Lily pour la 10e fois de sa voix s'élevant. « Vous ne pouvez pas me garder ici. Je connais mes droits. Il m'a appris sur la fausse emprisonnement. » L'infirmière, ajustant sa perfusion, regarda impuissante Nora, qui se tenait figée près de la porte, effrayée de se rapprocher et de déclencher une autre explosion. La première fois qu'elle s'était approchée, Lily avait crié et jeté une carafe d'eau. « Ma chérie !» essaya à nouveau l'infirmière. « Tu es en sécurité ici. Nous avons juste besoin de... » « Mon nom est Sarah. » Les yeux de Lily brillèrent de colère. « Sarah Walsh. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 6 ans, le 15 juin. Carambolage sur l'autoroute. 3 voitures. Instantané. » Elle récita les mots comme un mantra, ses doigts tordant la couverture d'hôpital. « Grand-père m'a montré les articles de journaux. Il les gardait dans un dossier pour que je ne les oublie pas. » Le cœur de Nora se brisa à chaque mot. La fabrication était si détaillée, si soigneusement construite. « Lily, s'il te plaît, arrêtez de m'appeler comme ça. » La voix de la fille se brisa. « Ma maman est morte. Morte ! Pourquoi cette femme ment-elle? Pourquoi personne ne me dit la vérité ?» Elle tourna des yeux suppliants vers l'infirmière. « S'il vous plaît, j'ai besoin de mon grand-père. Il est tout ce que j'ai. Il est probablement tellement inquiet. » Quand Nora fit un pas en avant, instinctivement, Lily devint hystérique. Elle arracha la perfusion de son bras, du sang tachant les draps blancs, et se précipita vers la porte. Il fallut 2 aides-soignants pour la retenir doucement pendant que le médecin administrait un sédatif léger. « Je veux rentrer à la maison », sanglota Lily, alors que le médicament faisait effet. « S'il vous plaît, je veux mon grand-père. On allait camper pour mon anniversaire. Il a promis... » À 30 kilomètres de là, dans une salle d'interrogatoire grise du poste de police du comté, Harold Walsh était assis en face du détective Martinez. Le vieil homme avait l'air plus petit sans son autorité de brigadier, ses épaules courbées vers l'intérieur, les mains menottées à la table. Sa confession venait par à-coups, ponctuée de justifications et de larmes. « Ma femme est morte il y a 30 ans, commença-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle était enceinte. Je les ai perdues toutes les deux à cause du cancer. La solitude ? Vous ne pouvez pas comprendre ce que 30 ans de cela font à une personne. » Martinez resta silencieux, le laissant parler. « J'ai regardé ces enfants chaque matin pendant des décennies. J'ai regardé des parents qui n'appréciaient pas ce qu'ils avaient. Ce matin-là, voir la petite Lily marcher seule à nouveau, son visage se tordit. Quelque chose a juste craqué. J'avais déjà appelé malade, j'avais pensé à cela pendant des semaines, à quel point c'était dangereux. Une enfant de 6 ans marchant seule ? Alors vous l'avez prise ? Je l'ai sauvée, insista Harold. Je lui ai dit qu'il y avait une urgence à la maison, que sa mère m'avait demandé de venir la chercher. Elle m'a fait confiance. J'avais aidé à traverser la rue pendant des mois. Je l'aime, j'ai pris soin d'elle. Elle m'aime aussi. S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas. Les coupures de journaux sur l'accident ? Les yeux d'Harold s'éloignèrent. Je les ai faites. J'avais un vieux programme de publication assisté par ordinateur. J'ai passé des semaines à obtenir les détails corrects. Chaque fois qu'elle remettait en question les choses, se souvenait de choses, je les lui montrais. Je lui disais que le traumatisme la rendait confuse. Parlez-moi de la maison sur Willow Creek Road. Le visage du vieil homme s'effondra. 7 ans nous avons vécu là. Je lui ai fait l'école à la maison, je l'ai gardée en sécurité. Quand elle se battait avec moi à propos de ses souvenirs, quand elle insistait pour que ses parents soient vivants.
Il fit une pause, avalant difficilement. Le vide sanitaire était une punition. Jamais plus de quelques jours. J'ai essayé de le rendre confortable. J'ai apporté son affiche, ses aliments préférés. Vous l'avez enchaînée dans un vide sanitaire. Seulement quand elle était difficile. Quand elle n'acceptait pas la réalité. La voix d'Harold s'éleva sur la défensive. Je lui ai tout donné. L'éducation, l'amour, la sécurité. La teinture pour cheveux était pour l'aider à prendre un nouveau départ. Je lui ai dit que c'était des médicaments, des vitamines pour la garder en bonne santé. Elle m'a cru. Elle a appris à me faire confiance. Pourquoi avez-vous laissé l'épreuve derrière ? Les épaules d'Harold s'affaissèrent. L'âge de retraite mandaté par le district. Je ne pouvais plus être le brigadier. J'ai dû partir rapidement, trouver un endroit nouveau. Je pensais que la maison serait démolie. Je n'ai jamais imaginé... Martinez se pencha en avant. Quand a-t-elle arrêté de se battre contre vous ? 2 ans plus tard, murmura Harold. Elle a arrêté de poser des questions sur ses parents. Elle a commencé à m'appeler grand-père. Elle était heureuse, nous étions heureux. Je lui ai donné une vie meilleure que des parents qui la laisseraient de marcher seule. De retour à l'hôpital, Dr Patricia Moreno était assise avec Nora dans une salle de consultation tranquille. L'expression de la psychologue pour enfants était aimable mais sérieuse, ses mots soigneusement choisis. Lily a subi une manipulation psychologique sévère et un lien traumatique, expliqua-t-elle. Les faux souvenirs qu'Harold a créés sont profondément ancrés. Ces vrais souvenirs ne sont pas partis, mais ils sont enfouis sous 8 ans de récits faux cohérents. Se souviendra-t-elle de moi ? La voix de Nora était à peine audible. Les souvenirs de sa petite enfance existent. Le cerveau n'efface pas simplement les expériences, mais y accéder à travers les couches de manipulation prendra du temps. Une thérapie approfondie. Des années peut-être, et je dois être honnête, il n'y a aucune garantie qu'elle récupérera complètement ses premiers souvenirs. « Mais elle est vivante » murmura Nora. « Elle est vivante !» Docteur Moreno serra sa main. « Elle est vivante, et elle est en sécurité. Tout le reste, nous le prenons un jour à la fois. » À travers la fenêtre d'observation, Nora regardait sa fille dormir. Le sédatif avait lissé les lignes de colère de son visage, et au repos, elle pouvait voir des traces de l'enfant de 6 ans qui était parti à l'école ce matin-là il y a 8 ans. Les taches de rousseur étaient inchangées, cette constellation distinctive qui l'avait ramenée à la maison. Mais tout le reste, les cheveux blonds, les yeux méfiants, la posture défensive même dans le sommeil, appartenait à une étrangère nommée Sarah Walsh. Dans ses mains, Nora tenait le dossier médical de Lily. Les analyses de sang confirmaient ce qu'elle savait déjà. Allergie sévère aux fraises, réaction localisée typique au coude antérieur gauche. Une si petite chose, une bizarrerie des cellules de la peau et des histamines. Pourtant, cela avait brisé 8 ans de mensonges, révélé une vérité qu'Harold avait essayé d'enterrer. Elle pressa sa paume contre la fenêtre, regardant sa fille respirer, et fit un vœu silencieux. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe les séances de thérapie, peu importe les rejets et les revers, elle aiderait Lily à se souvenir. Ou si les souvenirs restaient enfouis, elles en construirent de nouveaux. L'enfant de 6 ans était parti, mais l'adolescente de 14 ans était là, vivante, trouvée. Les pages du dossier médical bruissaient dans ses mains tremblantes, cette confirmation de l'allergie aux fraises, une ironie amère, que quelque chose de si petit, si spécifique au corps de sa fille, ait révélé 8 ans de captivité quand tout le reste avait échoué.